la nouveauté de cette année, c'est que c'était toujours la conférence à Billine, mais ce n'était pas la conférence que de Billine. Ah, d'accord. Jusqu'à présent, c'était le village de Billine qui organisait et qui témoignait. Alors que cette année, la préparation a été faite par une coordination des villages, puisqu'il y a une quinzaine... Ça regroupait plusieurs communes. Ah oui, une quinzaine de villages qui actuellement résistent de façon non violente à la colonisation ou à la création du mur. Alors moi ce qui m'intéresse c'est savoir un peu ces actions justement non violentes, elles consistent en quoi précisément? Il y a des... Ça consiste en une marche. Est-ce qu'il y a une répression Ah bah oui, qui est forte là-bas? Ah oui. Concernant l'aspect précédent, j'aurais peut-être une petite question à poser moi. Est-ce que vous avez une idée de la dimension de la diffusion de cette manifestation dans la presse mondiale? Est-ce que c'est connu? Est-ce que c'est de ce que vous décrivez, qu'il y a des diplomates, qu'il y a des gens de... Est-ce qu'il y avait par exemple des représentants de la presse de certains pays ou pas qui assistaient à la conférence ou bien non? On peut dire que au niveau des médias français qu'on pratique, écoute, lecture et tout ça, il n'y a rien de trop. C'est vraiment un peu, encore un peu le tabou. Il y a France Inter, France Culture qui commencent à se dérouiller là-dessus. En presse locale, jusqu'à présent, on ne peut pas dire que ce soit sans sas. Et en presse nationale, c'est très moyen, même dans la presse dite de gauche. Par contre, on a l'impression que dans les presses d'autres pays, même la presse israélienne, c'est beaucoup plus connu. C'est beaucoup plus diffusé. Et certainement dans les presses anglo-saxonnes et dans les presses d'Amérique du Sud, on a une vision du problème qui est au moins égale à la nôtre. À un tel point qu'au niveau de l'ONU, on voit les pays d'Amérique du Sud se bouger pour la reconnaissance d'un État palestinien. Alors que la France n'en est pas là. Mais au point de vue média présent au cours de la conférence, il y avait plusieurs pays qui étaient représentés là. Mais il y a eu au cours des séances de la conférence proprement dite, eh bien, plusieurs médias internationaux, puisqu'il y avait dans l'air la reconnaissance d'un gouvernement ou la création d'un gouvernement d'union nationale. C'était déjà dans l'air et il y avait parmi les représentants des différents partis, les différents partis ont été présents et il y a eu un débat des différents partis et étaient présents le Hamas et le Fatah. Et même au cours de cette conférence, ils étaient côte à côte au cours du débat, et pour bien montrer leur entente, donc ils se sont devant, je dirais, le public, salués et même embrassés. Et ça a été quelques jours après qu'il y a eu la déclaration officielle au Caire. Et dans ce contexte-là, le Hamas se rapproche du Fatah, à savoir commence à apprécier ou à mettre dans son programme, la non-violence. Et le Hamas actuellement, à Gaza en particulier, fait tout pour qu'il n'y ait plus de tirs de roquettes qui viennent sur... mais comme ces roquettes sont des trucs artisanaux, oui, eh bien la difficulté de les empêcher en totalité n'est pas si évidente que ça. Mais actuellement, c'est dans la politique du Hamas de revenir sur la notion de violence pour aller vers une notion de recherche de compromis. Donc en ça, les politiques Fatah et Hamas sont en train de se rapprocher. Donc ça a été un des sujets abordés au cours de la conférence. De même qu'il y a eu, dans les sujets, la coordination entre les différents groupes et bien sûr la non-violence. Dans le voyage, oui, on a eu l'occasion, donc sur le chemin de la conférence, on a fait une pause à Ramallah pour rencontrer les responsables. Alors on a vu tout d'abord l'autorité palestinienne,
avec un adjoint du ministre Salem Wayem. Donc on a discuté de la situation nationale. Et puis dans la lancée, dans la même journée, on a rencontré dans leurs locaux des gens du Fatah, des gens du Hamas. Et puis on a discuté avec eux, on leur posait des questions très précises, on avait un interprète de valeur. Et donc on a eu l'assurance que ce mouvement d'unité était en route et prêt d'aboutir. Il faut savoir que l'armée israélienne réagit, réagit violemment. C'est pas les petites bombes lacrymogènes qu'on a en manif en France. C'est vraiment, ça prend à la gorge. C'est un gaz. C'est classé armement chimique. On a regardé la recette, c'est classé armement chimique. Ça vient des États-Unis, c'est fabriqué en Pennsylvanie, c'est livré en grosses caisses là, à Israël. Et puis on les prend sur la gueule quand on monte à la clôture des terrains de Méline. D'accord. Et dans cette manif, il y avait les villageois, les internationaux, quelques Israéliens, et chaque fois il y a des blessés. Il a pu y avoir aussi. Il y a eu des morts aussi. Mais par le gaz, par l'inhalation de gaz, il y a eu des morts. Il y a 6 mois à peu près, eh bien, il y a une jeune fille qui est décédée par excès de ce gaz. On dit lacrymogène, on pense aux yeux, au nez, mais c'est plus loin que ça. Quand on en a dans la gorge, on ne respire plus. Il n'y a plus d'air qui passe. Et on sent une douleur dans le thorax jusque-là. Il faut quelques bonnes minutes pour se remettre. J'ai fait une paire de prises comme ça, c'est dur. On est allé dans les camps palestiniens, en 2 camps, donc on a vu la façon dont vivaient les réfugiés. On est allé dans la vallée du Jourdain, qui était verdoyante, mais ce qui reste aux Palestiniens, c'est les Bédouins, c'est épouvantable, c'est complètement désertique. Il leur reste, je crois, 2% du territoire, parce qu'il y a 50% qui est pris par les colonies, et 45% ou 46% par l'armée. C'est l'inverse, mais ça n'a pas d'importance. C'est 50% du territoire. Déjà, la vallée du Jourdain, c'est 30% de la Cisjordanie. Voilà. Donc, sur ces 30%, 50% sont occupés par l'armée et 44% par les colonies. Ce qui fait qu'il ne reste que 6% pour les Bédouins, pour les Palestiniens qui sont là. Il y a 10 ans, ils étaient 300 000. Actuellement, ils sont 50 000. Et avec de grosses difficultés de vie liées au problème de l'eau. Les Israéliens, dans cette zone-là, eux, sont 6 000. Et c'est eux qui occupent les 44% du secteur. Et ils ont des colonies florissantes avec des palmiers dattiers en particulier, mais également pas mal de cultures, puisque tout ce qui vient ou la majorité des produits exportés par Israël viennent de la vallée du Jourdain. Oui, mais pourquoi les Israéliens ont de l'eau? C'est parce que leurs pompes vont très profond. Et elles captent toute l'eau. Ce qui fait que les Bédouins, leurs canaux d'irrigation sont complètement asséchés. Les sources de surface sont drainées par les puits profonds. Et ce qui fait qu'on a constaté comment vivaient les Bédouins qui ont le courage de rester sur leur terre, parce qu'en fait, ce que veulent les Israéliens, c'est qu'ils s'en aillent. Donc c'est complètement asséché. Ils ont des citernes d'eau qui leur sont apportées par l'aide internationale. Des campements avec des baraquements, c'est pas on n'imagine pas là, on peut pas. On a plein de photos. Il y avait un mode de vie, c'est vraiment du bidonville de campagne, quoi. C'est le toit de tôle, la toile de jute autour, du carton, des choses comme ça. Mais ils sont dans une dynamique. Ils se bagarrent, ils s'accrochent au terrain. Ils veulent construire. Ils reconstruisent des trucs en briques de terre. Des écoles. Ils enseignent leurs gamins, ils leur apprennent l'arabe et l'anglais, qui sont les 2 langues pratiquées là-bas. Et puis ils maintiennent en somme une idée de résistance. Parmi les projets actuellement de la FPS de Dijon et de certaines autres AFPS, de 4 ou 5 autres AFPS en France, eh bien, c'est d'aider les Palestiniens
à rester sur place et à vivre, rester sur place, c'est-à-dire réussir à vivre sur place par les dattiers. Il y a plusieurs, international, je ne sais pas, au niveau national, plusieurs conseils régionaux, et on espère bien que le conseil régional de Bourgogne y souscrira aussi. Plusieurs conseils régionaux de France ont déjà contribué à ce financement. Déjà en cours. Une action qui est évolutive ou progressive. Il y a déjà eu des plantations de dattiers. Il y a eu tout le système d'arrosage qui a été prévu en tenant compte de leurs difficultés d'approvisionnement en eau. Donc c'est un système par goutte à goutte. Et ces gouttes à gouttes sont alimentées par des citernes qui sont amenées à proximité des terrains de ces dattiers. Il a déjà été réalisé une chambre froide et il y en a prévu d'autres, pour leur permettre la conservation des dattes. Parce que le problème qu'ils ont actuellement, c'est ils récoltent des dattes lorsqu'elles sont prêtes, mais s'ils les vendent tout à ce moment-là, le cours est bas. Et il est intéressant de pouvoir avoir une distribution beaucoup plus étalée dans le temps. D'où le projet qui comporte la création de champs. Et il y en a une déjà qui a été réalisée. Et il y a des dattiers qui ont été plantés. Alors ils ont été plantés il y a 2 ans. Ils ne sont pas encore opérationnels. Mais normalement, ils doivent commencer à l'âge de 5 ans à produire pour être vraiment au summum de leur productivité dans une dizaine d'années. Donc ça, c'est un projet qui est en cours. Il y a encore donc des extensions qui sont nécessaires, que ce soit au niveau des chambres froides, que ce soit au niveau de l'arrosage et des plantations de dattiers eux-mêmes, et la production également de pollen. Parce que les dattiers sont des arbres, enfin sont des plantes qui sont dioïques, c'est-à-dire que les sexes sont séparés. Donc il faut qu'on puisse féconder les plants femelles, qui sont les seuls producteurs de dattes, avec du pollen provenant de pieds mâles. Alors c'est toute une logistique qu'il s'agit de mettre en place. Et naturellement, jusqu'à présent, on peut dire ça comme ça, les Palestiniens qui exploitent des dattiers sont tributaires du pollen fourni par les Israéliens des voisins. Voisins, mais néanmoins un peu adversaires, on dira sur ce plan-là. Je peux peut-être rajouter un commentaire pour dire quelles sont les motivations de l'existence de ce plan dattier, puisqu'on parle de ça, de ce projet d'implantation de dattes. La FPS, en implantant ce projet, souhaite faire 2 choses. Manifester une occupation territoriale, je dis ça pour simplifier, manifester une occupation territoriale, revendiquer l'appartenance des terrains qui sont exploités en tant que vergers à dattes, traditionnellement par les gens depuis longtemps, et ils y ont droit là maintenant, et c'est une manière de dire bon, nous sommes propriétaires de cette terre-là. Deuxièmement aussi, il s'agit de dire ces dattiers seront implantés par une ONG française, voire internationale si ça se développe, et à ce compte, les dattiers qui vont y pousser seront une propriété étrangère, pratiquement implantée ou donnée à des Palestiniens. Autrement dit, si on s'expose à une éventuelle destruction par les Israéliens, s'ils veulent faire ce qu'ils font souvent, raser le terrain pour recommencer, cette fois-ci, ils n'auront plus comme adversaire un Palestinien du coin, mais une ONG française qui peut les attaquer. En justice, je veux dire. Et c'est essentiellement vrai aussi au niveau des constructions chambres froides. Les dattiers, eux, sont sur des terres palestiniennes et les chambres froides qui sont posées sont en quelque sorte louées à des Palestiniens. Et les chambres froides ne sont pas des choses accrochées au sol, mais qui sont posées dessus et qui peuvent être, c'est pas des bungalows, mais enfin, qui peuvent être donc contestés en cas de destruction, contestés au niveau international par l'association en particulier.
donnera aussi les conclusions de notre voyage qui arrivait donc avec tout ce résultat des rencontres et de la conférence sur des pistes d'action qu'on soutient donc internationalement. D'accord. Qui vont être par exemple la poursuite du BDS. La troisième piste qui est un peu particulière et surtout soutenue par les Italiens, c'est de soutenir les pêcheries de Gaza. Les pêcheurs de Gaza, dès qu'ils ont passé quelques centaines de mètres, ils seront mitraillés par les vedettes de surveillance israéliennes. Ils ne peuvent pas pêcher, alors qu'ils ont des eaux poissonneuses au-delà, qui sont exploitées bien sûr par les Israéliens. Donc il y a un mouvement pour protéger les pêcheries de Gaza et les développer à partir surtout des militants italiens. Et puis alors le dernier truc, le gros machin, c'est une action quasi internationale et générale pour la reconnaissance d'un État palestinien. On a une affiche à la prochaine Assemblée Générale de l'ONU en septembre prochain. Alors ça, on a entendu des trucs à la radio, là, entre Netanyahou, Obama, tout ça, ça tire fort, hein, c'est pas au point, mais entre eux. Mais pour nous, c'est au point. Mais c'est la demande des Palestiniens. C'est la demande des Palestiniens et on la soutient complètement. Et il y a pas mal de parlementaires français, d'hommes politiques de pas mal de pays anglo-saxons et latins qui soutiennent cette demande. Et même en France, il y a un mouvement qui se crée en ce moment pour la reconnaissance de cet État.